Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup de nous rejoindre ce soir pour ce mini-débat de la chaire Gouvernance et Régulation. À propos de la note qui a été rédigée par Dianzhou Zhu sur la sur l'autopartage et qui va être commentée ce soir par Patrice Geoffron. Donc Dianzo Zhu est une postdoctorante de la chaire Gouvernance et Régulation. Elle a réalisé sa thèse précisément sur les modèles d'autopartage. Et Patrice Geoffron, qu'on ne présente plus, est professeur d'économie à l'Université Paris-Dauphine et un des grands spécialistes français de la transition énergétique. Et la transition énergétique, elle passe en partie par une meilleure utilisation des infrastructures et de transport, et notamment par le covoiturage. Donc, ça sera l'objet de notre discussion ce soir. La discussion va être introduite par une petite vidéo qui synthétise la note réalisée par Dianzhou. Et ensuite, Patrice, qui a lu en détail la note, discutera avec Dianzhou à la fois de la portée, des limites, des questions que pose cette note. Les participants en ligne peuvent tout à fait poser des questions. J'essaierai de les relayer. Donc, vous avez accès à un chat qui n'est pas l'endroit où il faut poser des questions, mais à une petite boîte où vous pouvez poser des questions et où donc les questions vont être regroupées et qui permettront aussi de poser des questions à l'auteur de la note ou à Patrice. Et donc, on se retrouve dans 3 minutes et demie après la diffusion de cette petite vidéo. Le covoiturage organisé n'est pas un phénomène récent. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement américain a exigé le covoiturage au travail pour mieux utiliser cette ressource rare pendant la guerre. Ensuite, il y a eu un rebond dans les années 70, pendant la crise pétrolière, pour des raisons économiques. Et pendant cette période, on constate à la fois les pratiques spontanées, on dit les slug lines, donc les points de rencontre conventionnels par les conducteurs et les passagers, mais aussi des pratiques gouvernementales, par exemple la voie dédiée au covoiturage. En Europe, les gouvernements ont encouragé le covoiturage à partir des années 90 grâce au progrès technologique. À partir des années 2000, des associations puis des entreprises françaises de covoiturage se sont fortement développées pour répondre aux défis environnementaux, sociaux et économiques. Premièrement, en France, le covoiturage, c'est un secteur bien défini. Selon le Code des transports, les conducteurs de covoiturage ne doivent pas exercer le service à titre professionnel. La rémunération aux conducteurs doit se baser sur le principe de partage des frais, donc le covoiturage est bien différent que la VTC. Le covoiturage en France est un secteur très compétitif et dynamique. Il existe plusieurs segments de marché selon la distance du trajet, la fréquence du trajet et la géographie. Et au sein de chaque segment, on constate une forte convergence des modèles d'affaires. Plus spécifiquement, pour les territoires urbains et banlieues proches, les entreprises se concentrent pour proposer des trajets réguliers domicile-travail et la mise en relation se base sur les applications mobiles. Vu la densité de la population, le choix de destination est très varié, alors que pour les territoires périurbains et ruraux, les entreprises proposent plutôt les points de rencontre physiques qui ressemblent un peu aux slug lines des années 70. La choix de destination est alors plus restreinte, mais l'avantage est qu'on peut capturer les conducteurs qui passent en temps réel sans forcément passer par des applications mobiles. Donc, il est plus pratique pour les territoires peu denses et peu connectés. Alors, pour le covoiturage moins régulier, longue distance, on peut surtout citer l'exemple de Blablacar. La mise en relation se fait donc soit via le site internet, soit via l'application mobile,
bien en amont du trajet. Le covoiturage reste une pratique niche aujourd'hui, surtout pour le covoiturage courte distance au quotidien. La loi d'orientation de la mobilité, passée en 2019, a mis en place plusieurs dispositifs d'encourager le covoiturage. Il faut mieux comprendre les motivations et les comportements des conducteurs et des passagers, à la fois les motivations pécuniaires et non pécuniaires. Pour le faire, les entreprises doivent mener plus d'expérimentation, plus d'études, partager les données, collaborer avec les académiques pour mieux comprendre le secteur dans son ensemble et de pérenniser la pratique de covoiturage sur le long terme. Merci tout d'abord Eric pour l'invitation et à Diane Zouzou à la fois pour le partage de sa note et puis pour le résumé qui vient d'en être fait très fidèlement dans la vidéo. Donc très heureux de partager vos travaux et puis d'avoir cette occasion d'échanger quelques idées avec vous finalement sur ce qu'on appelle désormais le covoiturage, mais enfin, et c'est bien rappelé dans la note, qui est un mode finalement de partage, de transport qui est assez traditionnel, bon, qui a eu tendance à fluctuer avec les prix du pétrole. Mais moi, j'ai des souvenirs très lointains, évidemment, mais étant étudiant de l'avoir pratiqué, on faisait alors de l'autostop. Évidemment, c'était beaucoup moins efficace que ça ne l'est à l'heure actuelle avec les modèles d'interconnexion que vous analysez dans la note, mais de fait, ce sont des pratiques qui sont ancrées finalement assez loin dans le XXe siècle. Ce qui est tout à fait étonnant, c'est que finalement, avec l'entrée dans le XXIe siècle, on a vu apparaître un phénomène qui est assez contre-intuitif, qui est plutôt celui de l'autosolisme. Schématiquement, le fait d'être plutôt seul qu'à deux ou plus dans son véhicule, ce qui est problématique à bien des égards et qui l'est tout particulièrement, évidemment, en termes environnementaux. Alors, votre note, elle a beaucoup, beaucoup d'intérêt parce que c'est une note, entre guillemets, au moment où nous parlons, le conflit entre la Russie et l'Ukraine est en cours et c'est une note qui s'est déployée et des travaux qui relèvent à ce que j'appellerais l'avant-guerre, mais qui, de fait, ont plus encore d'intérêt dans le contexte dans lequel nous nous trouvons, parce que finalement, les niveaux de prix à l'heure actuelle font qu'on a, enfin les niveaux de prix à la pompe, naturellement, font qu'on a un parfait alignement, en quelque sorte, entre l'intérêt environnemental, qui est de mieux utiliser les infrastructures de transport et donc de partager les véhicules, mais également les intérêts en termes de sécurité d'approvisionnement. Il n'est pas du tout garanti dans les mois à venir que nous ayons un approvisionnement suffisant en pétrole de manière générale et peut-être plus spécifiquement pour la France en diesel, qui est un souci, étant entendu qu'une partie du diesel qui provient en France vient de Russie. Et puis, on a un alignement également avec naturellement les enjeux environnementaux, ce qui était le cas auparavant, donc aligner enjeux environnementaux, enjeux de sécurité d'approvisionnement et puis enjeux économiques, puisque finalement il s'agit d'éviter d'avoir à brûler des litres d'essence ou de diesel qui valent désormais 2 euros et plus. C'est d'autant plus important, évidemment, dans un contexte dans lequel on observe, par rapport aux ambitions européennes et au cœur de tout ça, aux ambitions françaises qui sont alignées de décarbonation, on observe une résistance des systèmes de transport. Peu ou prou, les émissions actuelles sont assez proches de ce qu'était le niveau de 1990, c'est-à-dire sans tendre vers la réduction qui est visée. Hein, pour mémoire, dans la SNBC, la stratégie nationale bas carbone, il va s'agir d'ici la fin de la décennie de réduire de 30% les émissions et évidemment jusqu'alors on en était très loin. Alors dans ce contexte qui a été posé, le covoiturage est particulièrement intéressant pour toute une série de raisons. Premièrement, c'est une manière, disons, de déployer des moyens de transport qu'on pourrait qualifier d'asset light, c'est-à-dire qui ne demandent pas d'investir des capex, d'investir additionnellement pour des infrastructures nouvelles ou des équipements nouveaux. Et évidemment, dans le contexte de la lutte contre le changement climatique et a fortiori évidemment dans le contexte, disons, de tensions internationales dans lequel nous nous trouvons, ça a une très très grande valeur. Et évidemment, toute la puissance et qui est analysée très très finement dans la note, c'est celle de l'interconnexion telle qu'elle est permise par les technologies de l'information. D'ailleurs, c'est intéressant de rapprocher vos analyses sur le covoiturage
et sur les modèles qui s'y rapportent et toutes les entreprises, start-up pour certaines, d'autres qui ont déjà une taille très, très enviable comme Blablacar qui établissent ces interconnexions. Il me semble qu'on est vraiment dans l'optimisation que permettent les technologies de l'information par rapport à des infrastructures, disons, très traditionnelles. Ça peut entrer dans la famille de ce qu'on qualifie par ailleurs de smart grid et le rapprochement me paraît intéressant. Alors la question qui est clairement soulevée, notamment dans les analyses en conclusion de la note, porte sur finalement la manière d'accélérer le covoiturage, qui est à la fois une pratique qui fait l'objet de beaucoup d'attention, j'allais dire, eu égard aux modèles nouveaux qui émergent et puis à la facilité d'interconnexion, mais qui, très paradoxalement, en dépit de tout ça, reste finalement assez marginal. Vous donnez des chiffres qui permettent de montrer à quel point cette pratique est marginale. Donc la question, évidemment, se pose de savoir comment déployer cette modalité qui, encore une fois, présente toute une série d'intérêts que je ne vais pas rappeler et qui, étant entendu que finalement, le coût marginal ou le coût incrémental de transport d'un humain de plus dans un véhicule qui n'est occupé que par son conducteur ou sa conductrice est vraiment très faible. Donc la question est de savoir comment faire mieux. Moi, j'aime beaucoup vos analyses qui montrent la balance entre les effets pécuniaires, les incitations pécuniaires qu'on peut trouver et qui sont au cœur, dans finalement le covoiturage au cœur du développement de certains modèles et qui auront probablement plus d'effets de levier et plus de valeur à l'avenir, puisque à nouveau, il va s'agir de partager des coûts de transport qui vont devenir de plus en plus difficiles à assumer compte tenu de la forte pression à la hausse du prix du pétrole. Mais ce qui est plus intéressant encore finalement, c'est ce que vous parvenez à montrer sur la limite de ces incitations pécuniaires, parce que si ces incitations pécuniaires en tant que telles suffisaient, eh bien on aurait vu une recrudescence et une forte croissance de covoiturage au cours des 20 dernières années, alors que cette croissance finalement, elle est à la fois intéressante en termes socio-économiques, mais elle n'a pas bouleversé la donne et elle n'a pas mis fin à l'autosolisme au moment où nous nous parlons. Donc ça va être intéressant d'essayer de comprendre quel type de levier non pécuniaire on va parvenir à activer. Vous évoquez certains d'entre eux en mentionnant par exemple les effets environnementaux locaux sur la qualité de l'air. Et ces effets, probablement qu'ils vont avoir plus d'importance encore à l'avenir lorsque vont entrer en vigueur les zones à faible émission, qui vont avoir pour effet tout de même de laisser en marge des métropoles une série de véhicules. Donc on peut imaginer qu'à ce moment-là, eh bien, l'entraide ou l'organisation qui peut se mettre en place pour permettre de garder un accès avec le partage de véhicules à ces zones de faible émission peut avoir une valeur, disons, socio-économique plus importante encore. Ce qu'on peut aussi essayer d'imaginer, je parlais tout à l'heure dans le début de mes propos de l'intérêt du covoiturage en tant que modalité asset light. On peut peut-être nuancer, et je serai proche de mes dernières remarques, cela en mentionnant tout de même que pour optimiser et accélérer le déploiement et les usages du covoiturage, sans doute est-il nécessaire d'aménager également une partie des infrastructures, par exemple avec des plateformes multimodales qui permettent d'avoir des points de rencontre qui sont, par exemple, à proximité d'infrastructures autoroutières et qui peuvent permettre de laisser là le véhicule qui ne sera pas utilisé pour rejoindre le véhicule qui fera l'objet du covoiturage. Peut-être d'avoir des voies dédiées et que ces voies dédiées aux covoitureurs puissent varier en fonction notamment de la densité du trafic, par exemple, de telle manière à ce qu'on puisse également conférer aux covoitureurs et aux covoitureuses, j'imagine que c'est un néologisme, eh bien, des formes d'avantages qui ne soient pas uniquement des formes d'avantages en matière pécuniaire, mais qui soient également des avantages en termes de garantie de temps de transport, ce qui évidemment est un des attributs de la qualité de service dans ces domaines. Voilà les questions que m'ont suscité, ou les observations plutôt que m'ont suscité la lecture de votre note et de ce partage et des échanges qui nous est donné d'avoir aujourd'hui. Et encore une fois, j'ai commencé, je tiens à le souligner, la lecture de votre note avant
la guerre que nous traversons, si je puis dire, et il me semble que l'intérêt à y porter est d'autant plus marqué dans le contexte que nous vivons. Au plaisir de vous écouter en réponse. Alors Dianzou, une note d'avant-guerre. En même temps, elle a été écrite effectivement avant l'augmentation très forte des prix d'énergie que l'on connaît depuis ces derniers jours. Mais comme tu le soulignes bien dans ta note, la question derrière cela, c'est le rôle du covoiturage dans la décarbonation de nos systèmes de transport. Sachant que, bien entendu, la voiture électrique va jouer un rôle, mais en attendant, on a encore un parc très important de véhicules qui fonctionnent aux énergies fossiles. Tianzou. Merci beaucoup, Monsieur Geoffron, pour vos commentaires. Justement, j'ai rédigé la note, comme vous avez dit, c'est une note avant-guerre. Donc, le moment où je l'avais rédigée, bien sûr, je ne pourrais pas prévoir la situation que nous allons vivre aujourd'hui. Mais comme vous avez également souligné, donc le sujet de covoiturage est d'autant plus d'actualité aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, nous sommes en face de plusieurs défis. Donc, il y a bien sûr le défi environnemental, donc ce qui est vraiment un des leviers forts pour les plateformes de covoiturage de regagner la popularité ces dernières années. Il y a également le défi économique, donc en plus avec laquelle donc l'augmentation de frais d'essence, mais également avec laquelle il y a aussi un enjeu, comme vous avez dit, la sécurité d'approvisionnement. Et donc, tout ça qui fait que le sujet de covoiturage est d'autant plus d'actualité aujourd'hui par rapport au moment que je l'avais rédigé il y a un peu plus d'un an, sachant que cette note est également en enchaînement de travail du chapitre introduction de ma thèse qui a été rédigé encore quelques années avant, donc avec les 3 chapitres de recherche sur 2 plateformes de covoiturage en France. Donc, vous avez parlé de tous les sujets de incitations pécuniaires et non pécuniaires, tous les sujets des mouvements sociaux sur l'impact covoiturage. Donc, je l'avais traité dans ma thèse il y a quelques années, pendant les dernières années. Je tiens également à vous remercier d'avoir mentionné le contexte historique. Donc, c'est également une des découvertes de mon côté quand je rédigeais cette note, parce que le covoiturage, effectivement, on pensait que c'était un phénomène récent. Mais il y avait une longue histoire depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc, encore une fois, il y a un événement bouleversant qui faisait le déclencheur d'une pratique qu'on ne connaissait pas avant. Donc, qui montre également que ces événements sociaux ont un fort impact sur le changement de comportement et des pratiques donc par rapport aux véhicules individuels. Ce qui est intéressant d'après une analyse historique, c'est que tous les modèles économiques de covoiturage qu'on trouve aujourd'hui, au moins en France, ont une trace historique. Donc, ce qui change aujourd'hui sont, comme vous avez souligné, la technologie informatique. Donc, c'est-à-dire avant, le covoiturage organisé, c'est soit par le gouvernement, soit par une entreprise, donc soit par les individus de manière spontanée. Et donc la mise en relation peut se faire par des appels téléphoniques, par écrire tout simplement à un tableau de bord ou tout simplement se présenter sur les lieux conventionnels de covoiturage. Donc tous ces modèles de mise en relation aujourd'hui a été amélioré par la mise en relation par les algorithmes, par le site internet, les applications mobiles, mais pas que.
un point que j'aimerais bien rebondir maintenant, c'est par exemple en France, dans les endroits périurbains et ruraux, on trouve également les moyens de mise en relation moins intelligents, c'est-à-dire on trouve également des points de rencontre physiques comme les slacklines qu'on avait parlé dans les années 70, parce que c'est un modèle qui permet de c'est un modèle qui semble être moins intelligent, mais au final plus intelligent pour les endroits périurbains et ruraux où il y a la population moins dense et une acceptation de technologies moins élevée par rapport à la population dense. Mais tout ça, on pourra trouver dans la trace historique. Donc, deuxième point que j'aimerais bien rebondir, c'est que ce qui change le contexte aujourd'hui par rapport au contexte précédent. Et c'est aussi pour ça que je suis plus optimiste sur le développement futur du covoiturage, même si ça reste encore une pratique un peu marginale aujourd'hui. C'est que si on regarde dans l'histoire, les deux premières vagues de développement de covoiturage, donc la première vague pendant la Seconde Guerre mondiale, la deuxième pendant les années 70, la crise pétrolière, les raisons derrière sont plutôt économiques, ou on pourra dire pour sécuriser l'approvisionnement des ressources rares. Mais aujourd'hui, avant tout, c'était plutôt un enjeu environnemental qui a poussé les gens de commencer à adopter la pratique de covoiturage. Et en plus, pendant le contexte actuel, on ajoute des enjeux économiques et sécuritaires. Donc aujourd'hui, il y a non seulement une reconnaissance des individus sur l'importance des covoiturages, mais également des encouragements au niveau de la politique publique. Donc tout ça, euh, donc tous ces facteurs combinés ensemble, je suis plutôt positive sur l'avenir du développement du covoiturage. Et bien sûr, pour assurer cela, il faut également beaucoup plus de collaboration entre les politiques publiques, entre les entrepreneurs et également entre les académiques. Donc, le dernier point que vous avez souligné, c'est l'enjeu de la multimodalité et je suis tout à fait d'accord avec c'est aussi un changement de contexte par rapport à les années précédentes parce que si on regardait dans l'histoire les deux premières vagues, malgré une nécessité temporaire du covoiturage, dont l'enjeu restait en économique, il n'y avait pas forcément cette reconnaissance de la multimodalité ou de planifier le système de transport d'un point de vue des utilisateurs. On était plutôt dans une démarche de construire plus de routes, de vraiment assurer l'infrastructure, alors qu'aujourd'hui, cette démarche a été changée. Donc, la multimodalité ou l'intermodalité, ce sont des mots que tous les praticiens en parlent. Donc, le covoiturage en tant qu'une méthode plutôt souple et moins consommateur d'assets. Donc, les véhicules ont un fort potentiel au futur pour assurer la multimodalité et l'intermodalité. Donc, voici mes réponses pour le commentaire. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci beaucoup. Patrice Geoffron a évoqué dans sa réaction à la lecture de ta note, Dianzu, la question des incitations, et des incitations monétaires et non monétaires. Et un des internautes qui nous pose une question soulève aussi une question à propos de ces incitations. Donc la question au fond, c'est qui il faut inciter et comment. Est-ce qu'il faut inciter les passagers, les conducteurs et les opérateurs en fait qui réalisent la rencontre entre passagers et opérateurs, enfin passagers et opérateurs de transport. Donc c'est les conducteurs, mais ça peut être aussi les opérateurs de systèmes de transport qui peuvent combiner en fait leurs moyens avec ceux du covoiturage en fait
le covoiturage permettant typiquement de ramener les flux vers les grands flux de transport que sont par exemple les lignes de chemin de fer. C'est une super question et je ne sais pas combien je peux aborder ça dans la dernière minute qui me reste. Donc, pour être bref, les incitations monétaires et non monétaires que j'ai évoquées dans la note, ça reste au niveau assez individuel parce que c'est basé sur les articles de thèse et les travaux de recherche que j'ai menés il y a quelques années. Donc, le contexte a beaucoup changé parce qu'à l'époque, c'était plutôt une histoire de faire connaître la pratique de covoiturage aux individus et surtout dans les endroits ruraux, mais aujourd'hui, ce n'est moins le cas. Donc, cela dit, le contexte politique a beaucoup encouragé à la fois les individus et les collectivités locales et les entreprises et les associations. Donc, le contexte covoiturage a été beaucoup plus favorable par rapport au moment où j'avais réalisé ces études. Donc, ce qui est bien, ça veut dire que les incitations, bien sûr, il y a à la fois l'échelle individuelle, donc à qui on paye, qui paye le covoiturage, qui ne paye pas. Si le passager ne paye pas et le conducteur reçoit quand même une rémunération, ça veut dire ce sera l'argent public ou ce sera l'entreprise qui finance ce trajet. Mais aussi, il y a le niveau plus macro, donc les incitations, ou plutôt un environnement qui encourage la pratique de covoiturage. C'est ce qu'on voit ces dernières années. J'aimerais juste rebondir sur ce qui a évoqué M. Geoffron à la fin. Donc, bien sûr, aujourd'hui, le contexte a encore changé. Donc, avec l'augmentation de prix de l'essence, donc dans le futur, je n'ai pas fait des études, mais j'aimerais juste pour essayer d'analyser, suivre le chemin de logique. Au futur, on peut bien sûr peut-être observer un besoin d'incitation monétaire ou au moins d'être récompensé pour ces trajets covoiturés avec les autres, une incitation monétaire plus forte qu'avant, vu le prix des pétroles augmenter, vu le prix d'essence augmenter. Mais en même temps, selon les études précédentes sur le covoiturage, il y a toujours quand même un lien social très fort, un engagement environnemental chez plein de participants. Donc, ce que j'aimerais dire à la fin, c'est que bien que les incitations monétaires puissent être plus importantes dans les années, dans les mois qui viennent, mais il faut surtout pas oublier les incitations non monétaires. Et c'est aussi comme ça qu'on peut continuer à encourager l'environnement de covoiturage et peut-être encourager la pratique sur le long terme. Très bien. Donc, autrement dit, il ne faut pas il ne faut pas se focaliser uniquement sur les aspects monétaires du covoiturage. Il faut aussi tenir compte en fait des aspirations individuelles à rendre service à leurs voisins et à contribuer à la décarbonation de notre société. Merci beaucoup Diane Zhu pour cette intervention. Merci pour ta note qui donne énormément de détails supplémentaires par rapport à cette courte vidéo. Merci à Patrice Geoffron et on se reverra dans un prochain live de la chaire sur une autre note qui paraîtra bientôt et qui se portera sur les questions de régulation du secteur de l'optique.